Bonjour, merci d'être venu. Nous allons parler d'un gros projet cloud chez Google, c'est Google App Engine, et comment on est en train de le transformer pour le rendre encore plus moderne. Donc je suis Ludovic Champenois, TLM pour App Engine Java. Donc M, ça veut dire manager, je sais, c'est pas terrible, mais T, ça veut dire tech lead. Donc en fait, je code aussi beaucoup. Avant, je n'étais pas manager. Ils m'ont demandé de devenir manager parce que pas beaucoup de gens chez Google veulent aussi faire cette partie, mais je suis toujours codeur actif. Donc ça, c'est une photo de moi en 1967. Donc qui était né en 1967? Petit sondage. Oh, il y en a quand même, oui. Donc voilà. C'est une photo de moi à Nantes. Est-ce que vous reconnaissez le quai de la Fosse? Qui reconnaît? Non? Personne. Donc en fait, je viens de Nantes, je suis né à Nantes. Et maintenant, je suis à San Francisco. Donc c'est pour ça que j'aime bien revenir un petit peu tous les ans à DevFest. En fait, ça fait la 4e année, ou enfin depuis le début, je suis venu. Donc ça a commencé tout petit. Et en fait, maintenant, c'est une conférence vraiment internationale parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les coins de France et même un petit peu des États-Unis, quoi. Donc, nous allons parler de comment on peut découper son application pour la rendre plus effective et profiter de tous les avantages que la plateforme Google peut offrir. Donc ça, c'est une application standard App Engine, c'est le guestbook classique où il y a plusieurs types de services en fait, où vous rentrez votre nom, vous avez un welcome service qui, en fonction de votre prénom, vous dit bonjour, et puis une liste de tous les gens qui ont écrit sur le guestbook. Donc en gros, si on regarde cette application en mode service, en fait, on peut en voir 3. Le premier, c'est le Hello World Service. C'est celui qui, en fonction d'un nom, vous dit bonjour. Le deuxième, c'est celui qui va créer une entrée, le Guestbook Service. Et le troisième, c'est celui qui va donner la liste de toutes les entrées. Donc, bien sûr, ça c'est une seule application. Vous pouvez très bien la coder en une seule application. Je vous conseille de faire ça pour un exemple aussi trivial. Mais l'intérêt de la découper en blocs logiques comme ça, c'est pouvoir après la déployer pour qu'elle soit infiniment scalable. Donc, utiliser le maximum de ressources ou le minimum de ressources en fonction de la demande du jour sur votre application web. Donc en gros, si on découpe en mode logique cette application, il y a la page d'accueil, donc le UI, le User Interface, et on voit les deux services en vert, Hello World et Guestbook, avec les interactions entre les services. Donc ces services où le UI peut faire appel à d'autres services qui sont soit prédéfinis dans la plateforme qu'on vous offre, ou que vous pouvez définir vous-même. Donc par exemple, dans le monde App Engine, par exemple, on vous offre par défaut une couche Memcache, une couche Data Store sur laquelle vous pouvez utiliser immédiatement et stocker des sessions, ou vous pouvez définir votre propre environnement pour un Redis ou un MySQL en utilisant des extensions de la plateforme App Engine, donc Compute Engine ou Kubernetes, comme on va le voir dans peu de temps. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, la plateforme, donc, je suis un gars de Java, donc la session va être assez Java-centric, mais jusqu'à maintenant, en fait, le monde Java EE, donc le monde de l'entreprise Java, vous préconisait de packager ces services en différents WAR ou jar et de les packager soit dans un WAR file ou même un IR file qui, en fait, était un bloc de déploiement.
Donc en fait, la modularité de votre application, même s'il était possible à faire en tant que jar, donc unité de compilation et de packaging Java, il fallait déployer quelque chose qui est un here ou un where qui dépend en fait d'un environnement d'accueil. Cet environnement d'accueil, c'est un application serveur, donc ça soit WebLogic ou WebSphere ou Tomcat ou Jetty. Donc il faut utiliser une couche d'application serveur qui, bien sûr, doit tourner sur un noyau Linux, enfin une machine virtuelle Linux. Donc ça, c'est toujours l'unité de déploiement. Donc on s'aperçoit que petit à petit, en fait, cette couche, enfin cette bloc de déploiement va devenir container-based. Donc en fait, on va essayer de virtualiser tout ça en mode container. Mais au niveau donc en mode container et les scaler de la même façon que vous scaliez une petite application avant. Donc comment on peut réécrire en fait des applications en mode microservice. Donc c'est un petit peu le thème de cette présentation. Donc, si on décompose les services qu'on a vus dans le UI, accédés par le UI d'avant, donc il y en a trois en fait. Il y a l'application générale, qu'on pourrait très bien écrire en jar, et puis deux services, Guestbook et Hello World. Donc, en fait, l'intérêt de des nouvelles possibilités que permet App Engine, c'est que si on pouvait déjà développer ces services de manière unitaire et les tester simplement en mode local en utilisant Java, donc Java jar, en utilisant en exécutant le service en mode testing Hello World ou Guestbook et éventuellement l'application, ça serait peut-être plus simple que déployer ces services en mode Java EE. Donc, c'est là où on essaye en fait de fournir avec la plateforme Google App Engine un environnement qui permet de supporter cette nouvelle architecture, enfin nouvelle depuis 2005, architecture basée sur des microservices. Donc, c'est un nouveau style pour développer des applications qui décompose des applications larges. Donc, encore une fois, l'exemple que je prends est tout petit, mais en fait, des gros clients, style Snapchat, par exemple, qui tournent sur notre plateforme, utilisent de plus en plus ce modèle en essayant de découper l'application en modules indépendants ou en services indépendants. Et chaque service a sa part de responsabilité. Donc ces services peuvent offrir soit un service à l'utilisateur final, ou éventuellement peuvent être consommés par d'autres services en mode interne. Donc un service peut référencer un autre. Donc en fait, le but de cette architecture, c'est de définir un contrat assez fort entre ces microservices, mais de permettre, et c'est ça le côté important, de permettre des cycles de développement complètement indépendants, des cycles de déploiement et de versionning de manière indépendante. Donc vous ne déployez plus votre application comme un monobloc, en fait, vous la déployez petit à petit, de manière incrémentale par service. Et chaque service peut avoir une ou plusieurs versions, de manière indépendante. Bien sûr, il faut faire évoluer les interactions entre ces services de manière compatible en versionnant les API utilisant entre ces services. Donc ça permet en fait de faire de l'A/B testing release. Par exemple, vous pouvez déployer en mode test une nouvelle version d'un service, indépendamment des autres services qui restent up and running, qui tournent toujours. Et ça, la plateforme App Engine peut le faire de manière très claire aussi.
Vous séparez aussi de manière très claire toute la partie logging et monitoring. Donc, les logs de chaque service peuvent être complètement indépendants plutôt qu'unifiés dans un gros log de toute l'application. Et ça aussi, c'est très important. Encore une fois, on a des clients qui ont des térabytes de logs tous les mois. Et ça, c'est aussi important de pouvoir savoir, de bien isoler en fait, les différentes versions des modules. Ça peut fournir aussi un mode très petit pour les quotas et les coûts. Donc en fait, les coûts, en fait, quand vous tournez un service sur une VM ou une unité de déploiement, c'est pas vraiment le même coût que si vous le déployez à 100 000 VM, d'accord? Et on a des clients qui font des déploiements de 100 000 VM pour un service. Donc en fait, vous pouvez moduler le nombre de processus qui exécutent votre service de manière indépendante. Et en fait, il y a des services qui ont besoin de beaucoup plus de demandes que d'autres. Donc il y a des services de type batch ou qui n'ont pas besoin d'un nombre énorme d'instances en fait. Par contre, il y a des services vraiment orientés utilisateurs où là, chaque fois que vous appelez une web page, vous avez intérêt à répondre le plus rapidement possible, souvent en moins de 1 ou 2 secondes. Donc là aussi, contrôler de manière fine les quotas par service, c'est important. Encore une fois, si vous preniez le monde monobloc, en fait, vous déployez une application Java EE, en fait, eh bien, elle va toujours s'exécuter sur au moins une JVM, même si un des services dedans, un des WAR, n'est très peu utilisé. Donc, en gros, ça apporte une flexibilité énorme dans l'application pour contrôler la scalability et surtout reliability. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre à jour des petites portions de votre application. Donc là, j'ai mis un lien qui permet d'apprendre un petit peu plus sur ce type d'architecture. Donc je vous conseille de regarder ça. Et en fait, on va voir comment on peut utiliser toutes les features, je ne sais pas comment on dit en français, de la plateforme Google. Donc, voilà quelques exemples dans le monde Java. Bon, il y a plein d'autres exemples dans le monde non Java, en Go, en PHP, en Python, en Ruby, etc. Mais mon talk est plutôt orienté Java. Donc, en fait, App Engine V1, c'était un bon modèle en fait de microservices. App Engine V1 est sorti en 2009. C'est une très vieille plateforme as a service. Et les nouveaux frameworks qui en fait vous permettent de créer, de bundler dans votre application comme un service, à la fois avec l'application, le code d'application que vous créez et l'environnement d'exécution de cette application. Donc par exemple Spring Boot, qui utilise Spring Boot ici? 2, 3, oui, non, oui, énorme. Vertex de JBoss, qui utilise celui-là un peu moins, ouais, un petit peu. Spark, qui connaît Spark? C'est pas le Apache Spark, hein, c'est un Java embedded server basé sur Fluent HTTPD. Donc on a le créateur de ce framework ici, là, David, qui permet aussi de bundler en fait votre code applicatif avec un serveur qui boot de manière très rapide. Jetty9, qui est utilisé de manière... Jetty, c'est l'application serveur, le web server utilisé dans la plateforme Google App Engine depuis le début, en fait. On a décidé d'utiliser Jetty depuis le début et on continue dans la nouvelle version du produit. Donc tout ça, ce sont des exemples de serveurs que vous pouvez NB2 et tester très simplement en fait en mode simple de Java exécution. Donc en utilisant toutes les valeurs à ajouter d'un environnement de développement pour débugger, par exemple. Débugger du Java, c'est simple avec un IDE. Et pour créer ces blocs qui permettent d'exécuter votre application.
Donc comment la plateforme Google, donc la plateforme Google Cloud Platform, comme on l'appelle, peut vous aider premièrement à développer ce type d'application et les déployer. Donc on va faire une petite introduction sur les 3 gros blocs de la plateforme cloud de Google, qui va de l'App Engine, Container Engine et Compute Engine. Donc c'est ces 3 engines environment. App Engine, c'est le premier, qui est sorti en fait le premier, c'est une plateforme as a service. Celui qui est sorti en deuxième, c'était peut-être en 2013 en mode public, Compute Engine, qui vous permet de créer des VM et de les contrôler vous-même. Et entre les deux, un nouveau monde qui permet de simplifier la définition d'un cluster, qui est un ensemble de VM, et de contrôler la payload que vous mettez sur chaque VM en utilisant un concept de container qui est basé sur Docker. Donc, Compute Engine, c'est la base, c'est la brique de base en fait de la plateforme cloud. Vous pouvez créer des VM et contrôler entièrement l'infrastructure. Donc, ouvrir des ports sur la VM, contrôler du disque persistant sur la VM, choisir l'operating system que vous voulez exécuter sur cette VM, que ce soit Windows, Windows Server ou tous les Linux classiques. Donc on fournit un nombre assez important d'operating systems que vous pouvez sélectionner. Mais c'est à vous de prendre, en fait, c'est une machine, c'est comme si vous y allez à la Fnac, acheter un ordinateur, il faut le gérer parce que c'est votre ordinateur. Donc une fois qu'il a booté, c'est à vous de le maintenir, quoi. Définir le network, c'est important, et c'est utilisé par beaucoup de clients qui doivent exécuter une payload qui n'est pas facilement containerized. Donc on peut pas la mettre dans un container simplement. Ça a besoin d'énormément d'appels Linux de bas niveau. Donc en fait, c'est plutôt pour des gens qui veulent migrer de machines privées chez eux sur le cloud public, mais tout en gardant à peu près le même type d'application. Donc, on est en compétition effectivement avec d'autres providers de VM. Hein. Il y a Amazon, bon, qui était là depuis le début. Il y a IBM, il y a maintenant Microsoft. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de la compétition au niveau de la qualité du service et du prix. Donc en fait, c'est une course vers le bas. Il y a très peu de chances que le coût que vous payez actuellement augmentera dans le futur. C'est plutôt, il est destiné à baisser en fait. C'est un marché un petit peu bizarre parce qu'en fait, le but de ce marché, c'est d'atteindre pratiquement zéro, peut-être pas zéro, mais de la commodité. En fait, c'est comme de l'arrivée d'eau chez vous ou de l'électricité. Vous avez besoin de CPU, vous avez besoin de disques, c'est quelque chose de donné. Donc, la couche intermédiaire qui en fait est sortie en version 1.0 cet été, je crois, donc c'est tout nouveau en fait. Ce monde de containers, c'est de mettre un niveau d'abstraction au-delà de la couche VM en essayant de définir c'est quoi un cluster et comment je peux gérer ce cluster. Donc un cluster, c'est une collection de machines en fait, et sur chaque machine, vous pouvez définir des couches applicatives sous forme de containers Docker qui sont qui tournent dans la même VM et qui permettent d'exécuter un payload. Donc là, en fait, la couche d'abstraction est un petit peu différente. Elle est fournie par la couche de virtualisation que Docker peut fournir. Donc, vous écrivez simplement un Dockerfile, c'est assez simple, qui permet de dire je veux partir de telle image de base, et puis je vais rajouter un petit peu de customisation, et puis mon code applicatif. Et Container Engine, ou Kubernetes, le projet open source basé sur la technologie qu'on a développée. Donc, Container Engine, en fait, c'est un projet open source, Kubernetes,
et le service qu'on fournit et le produit Container Engine. Donc là, en fait, vous n'avez plus besoin vraiment de toucher un serveur ou de créer vous-même vos VM et de les configurer en fonction de quel disque vous voulez ou quel operating si vous voulez. En fait, vous décrivez votre logique en termes de configuration Container Engine et de fichiers Docker. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit? En fait, il y a à peu près, donc Google a 15 ans, je crois à peu près. Il y a pratiquement 14 ans d'expérience de Google en interne pour les data centers de Google. Donc en gros, ce produit, c'est l'émergence petit à petit de tout ce que Google a développé en interne pour gérer ses propres payloads d'applications sur les data centers internes. Donc c'est une très grosse migration. En fait, il y a petit à petit, on expose de plus en plus de choses dans le monde open source, en fait, et de plus en plus de features dans le produit qui sont toutes basées sur du développement interne, en fait. Donc c'est ça qui est assez marrant. Le dernier produit, donc en fait c'est le dernier, mais à la fois c'est le premier. Donc App Engine a été créé avant que le Container Engine ou même avant que Compute Engine soit là. Là aussi, en fait, l'idée à l'époque, et c'est il y a très longtemps en fait, maintenant c'est un très très vieux produit, c'était aussi d'exposer au monde public comme vous toutes les capacités internes de Google, mais en les cachant le plus possible. Par exemple, le Data Store qui est basé sur de la technologie Bigtable qui a été développée depuis 15 ans maintenant en interne. Des moyens de communication intermodules, on va en parler un petit peu après, basés sur des mécanismes de RPC, etc., etc. Donc là, le but, en fait, vous ne travaillez que sur votre application. Vous ne savez pas ce que c'est un cluster, vous ne savez pas ce que c'est une machine, ce n'est pas votre problème. Et tout ce que vous voulez, c'est que quand vous avez 0 client, vous avez 0 machine qui servent votre application. Et quand vous avez 800 millions de clients, comme Snapchat, Snapchat qui est le plus gros client App Engine actuellement, Snapchat tourne en Java. 800 millions de clients qui envoient des photos. Ça fait pas mal. Donc, c'est pas peut-être scalé sur l'infini parce qu'on n'a pas une infinité de data centers, mais c'est scalé suffisamment grand pour pouvoir supporter presque 1 milliard d'utilisateurs. Donc, en fait, Snapchat, c'est une application App Engine parmi des millions que App Engine peut hoster. Donc, elle est traitée ni différemment que votre petit blog qui aura une requête par jour ou par semaine, en fait. C'est la même techno, c'est les mêmes configurations qu'on fait pour vous de manière transparente. Donc voilà, c'était la présentation plateforme et on va faire un peu plus d'exploration dans cette partie d'App Engine, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, en fait, au niveau App Engine, qui est quand même un produit assez mature, je dirais. Qu'est-ce qu'App Engine peut apporter? Et pour ça, en fait, il faut comprendre que la première version d'App Engine, qu'on appelle V1, qui est sortie en 2009, donc utilisait Java, Python, Go. Maintenant, on a sorti PHP cet été en mode JA. Donc, c'est les quatre runtime importants. C'est quand même la plateforme actuelle que la majorité des clients utilisent parce que c'est celle qui est battle tested. En fait, elle a été testée de manière infinie par des très gros clients à la fois internes chez Google ou externes comme Snapchat. Donc on continue à la faire évoluer en V1. Donc là, je mets une petite astérix. Je peux officiellement parler depuis 2 semaines que en fait, on va sortir Java 8 l'année prochaine dans le mode V1. Donc on continue en fait à évoluer la plateforme V1 telle qu'elle est, mais la rendre plus
plus moderne, en fait. Et puis la deuxième partie d'App Engine, donc ce qu'on appelle VM-Based Hosting Environment. Donc on pourrait aussi l'appeler V2, ou c'est une nouvelle version d'App Engine. Elle, en fait, est basée sur des VM que Compute Engine peut fournir et des containers Docker. Donc là, c'est la partie moderne d'App Engine qui est en cours de développement. En fait, il y a un an, j'étais ici, j'en parlais déjà. On était toujours en mode développement et nous sommes toujours en mode développement. Ça veut dire que ça prend plus d'un an pour transformer une plateforme aussi importante que App Engine V1 sur le nouveau modèle. Donc là, cette plateforme VM-based, en fait, elle est basée sur des containers Docker. Et par défaut, on a bien sûr le dernier Java 8, le dernier Python, Go. On développe énormément sur Node.js. Node.js est un des runtimes les plus populaires en mode développement actuellement pour les VM, en fait. Ça dépasse même Java et Python. Donc, je ne sais pas si c'est des gens qui essayent des applications qui explorent Node.js, mais c'est un des runtimes les plus utilisés dans cette nouvelle version de la plateforme. Donc, App Engine, depuis le début, en fait, un projet App Engine, c'est plusieurs modules par défaut. Et chaque module est versionnable. Dans le nouveau monde, en fait, un projet App Engine, c'est toujours plusieurs modules. Quelques modules peuvent être en V1 et quelques modules peuvent être en VM. Ça veut dire que vous pouvez vraiment mixer vos services de manière indépendante. Ça sera toujours un seul projet App Engine. Ça, c'est important. Chaque module peut être implémenté par n'importe quel runtime. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, le Guestbook Service implémenté en Go, le Greeting Service implémenté en PHP et le UI, ou l'interaction avec l'utilisateur, implémenté en Java et des couches JavaScript. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ça sera toujours un seul projet App Engine. Chaque module est versionnable. Et chaque version est live. Ça veut dire que vous pouvez accéder avec une URL à chaque version. Vous pouvez faire du traffic splitting entre versions de chaque module. Donc là, l'intérêt du microservice, vous déployez une nouvelle version d'un service. Vous pouvez le tester en prod en mettant 1% du trafic sur cette nouvelle version. Et chaque projet utilise les mêmes data stores, même cache, task queue. Donc en fait, il y a des ressources communes par projet qui peuvent être accédées par tous les modules et toutes les versions de ces modules. Donc en gros, je viens d'expliquer cette image. En fait, un projet, c'est une collection de modules ou services. Donc essayer de retenir un module App Engine, en fait, c'est plutôt... D'ailleurs, ça va être en train d'être redéfini comme service, mais c'est équivalent. Module ou service, c'est équivalent sur App Engine. Donc ici, on a un seul projet App Engine avec 2 services, et chaque service a 2 versions. Data Store, Memcache, Task Queue, donc toutes les API standards d'App Engine qu'on a définies depuis 2009 sont disponibles pour ce projet. Donc en fait, la version 2 du service 1 peut écrire dans le data store une entity qui sera lue par le service 2 version 1. C'est l'unité de partage. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce tableau qui explique un petit peu les différences en fait, entre le App Engine classique tel qu'on le connaît depuis un bout de temps et puis le nouveau modèle qui est basé sur des VM. Donc la première colonne, c'est l'environnement V1 en fait, qui est basé sur une sandbox très sécure. Donc la sécurité est critiquable dans ce monde V1. Et en fait, c'est pour ça qu'on a un petit peu de peine, par exemple, d'offrir Java 8. Parce que Java 8 introduit énormément de nouvelles features qui sont très dures à sécuriser. Ils ont complètement réécrit beaucoup de parties de la VM avec Invoke Dynamic et
et les lambda. Et ça prend énormément de temps dans notre équipe pour sécuriser. Par contre, on espère pouvoir sortir l'année prochaine un runtime Java 8. L'équivalent dans le monde VMbase, en fait, c'est très simple, c'est une image Docker. Donc là, vous pouvez par défaut avoir Java 8 et même si vous voulez être précurseur, commencer à avoir des images Java 9 si vous voulez utiliser les dernières features. Donc, un process App Engine V1, en fait, c'est très petit. C'est plus petit que la plupart de vos téléphones dans votre poche, en fait. C'est une machine de base en V1, c'est 600 MHz. Je ne sais pas si vous savez, mais votre téléphone a plus de 600 MHz, plusieurs corps. Une machine V1 App Engine, il n'y a qu'un seul corps et 600 MHz. Par contre, on est très fort à pouvoir vous en fournir 10, 20, 30, 10 000. Une machine VM, en fait, vous pouvez décider, vous pouvez décider vous-même combien de corps vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez prendre. Récemment, Compute Engine a sorti les 32 corps, donc vous pouvez les utiliser dans App Engine Manage VM. Vous pouvez avoir plus de mémoire qu'en V1, bien sûr, jusqu'à 208 gigas de mémoire par VM. Donc c'est assez impressionnant. Toute la partie networking, load balancing de V1 est complètement cachée et propriétaire. L'équivalent en V2, en fait, dans le nouveau modèle, c'est basé sur des technologies qui sont aussi ouvertes dans la plateforme Google, comme le Cloud Load Balancer ou le Cloud Autoscaler. Donc si par exemple vous voulez changer les règles de scaling de votre application en fonction de la météo, donc il pleut dehors ou je ne sais pas, c'est pas évident à faire en V1 en fait, c'est possible à faire en V2. D'accord, donc ça c'est important parce que Load Balancer et Autoscaler sont des couches standards qui sont réutilisées ailleurs dans d'autres produits, par exemple Container Engine. L'intérêt aussi du nouveau mode, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les API App Engine étaient privées. C'est-à-dire privé, ça veut dire qu'elles ne pouvaient être appelées qu'à partir d'une application App Engine. Donc Data Store ne pouvait être utilisé qu'avec App Engine. La couche Memcache, la couche TaskQueue pour les queues. Dans le nouveau monde, en fait, les nouvelles API, donc on a toujours les API équivalentes, sont utilisables de n'importe où, y compris une VM à Google ou même une VM Amazon ou Azure. En fait, toutes les API deviennent utilisables partout. Donc en gros, pour récapituler les nouvelles images d'App Engine VM, c'est en gros trois images de base. La première, c'est une image OpenJDK 8 sur laquelle vous pouvez tourner Spring Boot, Vertex, Spark, en fait n'importe quel embedded server qui répond en fait le seul contrat que vous avez à avoir, c'est que ce serveur doit répondre au port 8080 en HTTP. Et si vous êtes capable de répondre des service requests au niveau port 8080, App Engine va pouvoir le faire naturellement. C'est configuré par le standard maintenant sur App Engine qui est le AppYAML. C'est un fichier de configuration en YAML format qui vous permet d'écrire votre application. Le deuxième runtime, c'est en fait un pur servlet 3.1 container qui est basé sur GTI 9, la dernière version depuis. Donc là, on travaille en fait en collaboration avec l'équipe GT. Il nous aide à optimiser les images Docker pour qu'elles tournent de manière parfaite dans notre environnement. Et puis, bien sûr, pour les millions de clients qui utilisent déjà la plateforme V1,
on a un troisième container qui est basé sur le deuxième, donc GT9, mais en ayant une couche portable des applications, des API V1. Donc ça, c'est très important. En fait, c'est même le container de base App Engine parce que ça permet la continuité pour les clients de passer en mode classique sur le mode VM hosted. Donc ça, c'est très important pour la viabilité de la plateforme et c'est ce qui permet de migrer très simplement des applications du mode V1 en mode VM. Donc j'ai mis des exemples de Dockerfile et de AppYAML pour, par exemple, le monde GT9. Donc, vous rajoutez un workfile quelque part et puis vous définissez un AppYAML en ayant 3 lignes. Ou le deuxième qui est une Spring Boot app. Donc, encore une fois packagé comme un jar. Vous la rajoutez dans l'application et l'image de base que l'on définit, OpenJDK 8, va automatiquement appeler ce jar. Dans très peu de temps, en fait, le nouveau Cloud SDK, qui est l'environnement de développement de la plateforme, pourra même générer ces deux fichiers de manière très simple, simplement en introspectant le contenu de ce que vous voulez déployer. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut les écrire à la main. Quelques semaines. J'espère que ça sera même caché, en fait. Vous n'avez même pas besoin de rentrer ces fichiers de configuration. Encore une fois, on veut garder la philosophie App Engine, simplicité extrême. Donc, vous pouvez bien sûr rajouter plein d'entrées dans ce fichier de configuration, par exemple des CPU, memory, disk space, et puis des propriétés de scaling, en fait. Vous voulez minimum une VM ou une instance, maximum 20. Vous pouvez définir des cooldown périodes, etc. Donc quand la machine n'est plus utilisée, combien de temps vous attendez à App Engine la tue, quoi. Nouveau tooling, j'ai déjà parlé du Cloud SDK. On unifie tous les SDK qu'on avait pour App Engine entre Python, Go, PHP, Java en un seul SDK qui est le Cloud SDK. Sur lequel aussi, pour les développeurs Java, on fournit un wrapper en Maven. Donc en fait, toutes les capacités offertes par le Cloud SDK peuvent être aussi accessibles en mode Maven, donc vous pouvez automatiser des builds et aussi des déploiements en utilisant par exemple Jenkins si vous voulez. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais simplement parler rapidement avant de passer à la démo sur la couche comment vous définissez des API avec App Engine. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Donc déjà, c'est complètement HTTP based. Donc il faut vraiment définir des services, soit JAX-RS ou soit ce qu'on va voir un petit peu après en mode HTTP. Et ça permet en fait à toutes ces couches de services ou de modules de communiquer soit entre elles, soit avec l'utilisateur final. Donc en gros, vous vous rappelez de la description des services et des versions. En fait, chaque application, donc MyApp, a une URL top level, donc myapp@spot.com. Mais vous pouvez très bien adresser un service particulier de votre application en préfixant l'URL avec le nom de votre service. Et si vous avez deux versions de ce même service, vous préfixez le nom du service par le nom de la version et vous accédez précisément à cette version. Donc c'est très simple au niveau addressability. Bien sûr, vous pouvez cacher ces services au monde public, donc en mettant des mécanismes de protection, comme quoi seulement un service interne, enfin un service peut appeler un autre service interne, mais quelqu'un de l'extérieur ne peut pas l'appeler. Ça, c'est effectivement très, très important à faire, mais c'est relativement simple. Donc ça, c'est la partie, ce que fournit App Engine au niveau module et service. Et si vous définissez vos propres URL offertes par votre service lui-même, là aussi,
on préconise de mettre le nom du service et de versionner chaque service, API que votre service fournit en postfixant avec une version. Donc ça, c'est le mode que Google utilise en interne et en externe pour toutes les API publiques qu'on vous offre, en fait. Ces API publiques qu'on vous offre, en fait, sont basées sur un nouveau framework qu'on appelle gRPC. Qui a entendu parler de gRPC? Ok, c'est encore tout nouveau. Ça vient de sortir au mois d'avril en mode open source. En fait, là encore une fois, c'est 14 ans de développement interne de transport Remote Procedure Call chez Google qu'on est en train de passer en mode open source. Le projet en grpc.io, il y a 10 langages supportés. Donc on va rapidement voir ce que c'est. Vous définissez un protocole buffer qui est ce source code très simple en fait, des messages qui sont une collection de valeurs. Vous pouvez mettre des messages dans des messages bien sûr, et puis des services. Et ce simple fichier de description de votre service, vous pouvez utiliser des outils comme Maven ou Gradle pour générer en fait automatiquement beaucoup de code à la fois côté client et à la fois côté serveur. Donc le transport et les interfaces pour les services. Donc là, voilà un côté serveur. Vous implémentez une interface générée par le proto-compiler. Et vous l'implémentez donc très simplement en Java. Côté client, c'est très simple aussi. J'ai pas mis tout le code, mais il y a le lien du code dans le où là, c'est très simple aussi de créer un client à partir du code généré par le compilateur de Proto. Donc en fait, toutes les nouvelles API que Google va fournir et est en train de fournir sont ou vont être basées sur gRPC. Donc on le fait déjà en interne, bien sûr, Data Store V1, Memcache V1, TaskQ V1, toutes ces API d'App Engine depuis 2009 utilisent en fait des protocoles buffer internes. D'ailleurs, si vous introspectez le App Engine V1 jar, en fait, vous avez énormément de code généré. Je vous conseille de le faire, c'est le musée des horreurs. Il y a beaucoup de code généré, mais en fait, c'est ça la beauté du design, c'est qu'on n'expose que des API publiques qui réfèrent sur ce code généré. Maintenant, vous pouvez le faire vous-même. Donc en gros, non seulement on réécrit en mode public toutes nos API, mais on vous offre à vous, développeurs, la possibilité d'utiliser et de définir vos propres API pour vos clients en utilisant exactement la même techno qu'on utilise. Au-dessus de tout ça, puisque c'est du code généré, on essaye de le rendre un petit peu plus developer-friendly. Donc c'est ce qu'on appelle des wrappers, des wrappers idiomatiques par runtime. Et c'est ce qu'on appelle on l'appelle en interne Venir, le projet Venir, qui fournit une couche de vernis en fait sur le code généré qui est plus simple à utiliser que le code généré lui-même. Donc par exemple, vous avez un exemple de la nouvelle API Cloud Data Store. Donc c'est pas l'API Cloud Data Store V1, c'est la nouvelle API que vous pouvez utiliser dans les VM-based environnements, où c'est un petit peu plus simple à utiliser que le code généré. Donc là encore, plusieurs couches. Vous pouvez soit attaquer à la couche la plus basse ou la couche vraiment developer-friendly. Donc il reste quelques minutes pour une démo, j'ai beaucoup parlé. On va essayer de voir. Alors. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle console. Je vais la mettre un petit peu plus grand. C'est le nouveau look and feel de la console App Engine. C'est plus du tout la console que vous connaissiez l'année dernière. Enfin, qui utilise les produits Google. Donc la console en fait est en plein développement en fait.
Pratiquement toutes les semaines, vous avez une nouvelle version. Même sans le savoir, vous pouvez faire du bêta testing. On vous donne, ou on essaye des nouveaux trucs dans la console à peu près toutes les semaines. Ici, à la galerie, vous pouvez regarder toutes les couches de compute, donc App Engine, Compute Engine, Container Engine, Bigtable, Data Store, Monitoring, Debug, Trace, Logging. Donc ça, c'est tous les points d'entrée importants. Donc, on a parlé d'App Engine. En fait, je voulais vous montrer le dashboard d'abord. Donc, j'ai créé le projet DevFest Nantes 2015 il y a quelques jours. Et j'ai déployé, je clique sur version, j'ai déployé en fait dans le module qui s'appelle Default. Donc là, j'ai un module. J'ai déployé 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions. Chaque version, en fait, utilise un web framework que j'ai mentionné avant. Donc, par exemple, Vertex. C'est Spark. Bon, je sais plus. Le nom de la version doit être mauvais, mais ça, c'est... vous voyez le nom de la version qui est là. Le nom de la version qui est là et le nom du projet qui est là. Si je clique sur Spring Boot, bon, ça c'est une autre application que j'ai fait en Spring Boot. Donc en fait, non, c'est le Open Blend. Ouais, j'en ai plusieurs, désolé. Voilà. Voilà. Spring Boot, on va le faire ici. Voilà, celui-là, c'est un microservice écrit en Spring Boot qui tourne dans le projet DevFest. Donc, de manière très simple, et puis j'ai aussi créé un deuxième module qui, lui aussi, a plusieurs versions. D'accord? Donc ça, c'est un seul projet App Engine qui utilise soit des runtime V1, Java 7, ou soit des runtime nouveaux, comme... VM ici. Un des trucs, on a très peu de temps, je voulais vous montrer, c'est ce petit icône-là qui est là, qui en fait permet d'ouvrir dans le web. Donc j'aurais pu avoir un Chromebook, désolé, j'aurais pu venir avec un Chromebook. Et en fait, on vous fournit un shell qui premièrement est préconfiguré avec tous les outils dont vous avez besoin, Java 7, Java 8, Maven, Gradle, qui vous permet d'accéder, de faire du déploiement. Donc, par exemple, je peux aller dans App Engine Spring Boot. Ça, c'est un projet Maven. Et ici, je peux faire un Maven Gcloud Deploy et je pourrais déployer une nouvelle version dans ce projet sans quitter le monde web. Donc ça, c'est un truc assez cool de la plateforme. Pour vraiment vous montrer les projets que j'ai utilisés, par exemple, on peut regarder le projet Spring Boot. Ici, voilà, c'est une application Spring Boot qui permet de mapper très simplement des URL avec du code, le plus simple possible. Et le seul truc que vous devez faire pour déployer cette application complètement standard Spring Boot pour App Engine, c'est simplement, vous prenez votre application Spring Boot et vous rajoutez simplement le plugin Gcloud Maven Plugin. Et ça vous permet d'exécuter la commande Maven Gcloud Deploy. Donc c'est vraiment essayer d'introduire le minimum de dépendance sur App Engine, en fait, mais de vous permettre de déployer des workloads dans la plateforme. On va regarder simplement les deux fichiers de configuration. Le premier, Dockerfile. Donc, il a été écrit à la main, mais comme je vous ai dit au début, ils vont être générés dans très peu de temps, donc vous n'auriez même pas besoin d'écrire ce Dockerfile ou ce fichier AppYAML, qui est vraiment minimal. D'accord? Vous dites simplement que vous voulez une VM.
et toutes les propriétés de scaling sont par défaut. Donc je pense qu'on arrive en termes de la présentation. Je serai disponible à la sortie si vous voulez, ou toute la journée, ou même ce soir pour la partie après les talks. Merci.